Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. On écoute le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio. La pilote de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Oui, à la forme? Oui. Alors, on va 50 ans en arrière. 51 ans en arrière. 51 ans? Oui, puisque nous sommes le 20 octobre 2022, nous repartons le 20 octobre 1971. C'est la date de naissance de Calvin Coldozar Brothers Jr., plus connu sous le nom de Snoop Doggy Dogg. Donc aujourd'hui, on va faire une chronique dédiée justement à Snoop Doggy Dogg. Alors, il faut savoir que Snoop Doggy Dogg, il est né donc à Long Beach, c'est en Californie. Il est né d'un père qui est un ancien, qui est un vétéran du Vietnam et d'une mère qui était travailleuse à domicile. Et très vite, malheureusement, lorsqu'il est très jeune, quelques mois après sa naissance, son père décide de quitter la maison, quoi. Il se barre. Et puis, sa mère se remet donc avec une autre personne et c'est cette seconde personne-là qui s'appelle justement Brodus, Coldozar Brodus, et Coldozar Brodus Senior va ensuite donner son nom à Snoop. Et donc Snoop porte le nom de son beau-père et non pas le nom de son père biologique. Et donc très vite, dans sa jeunesse, il va commencer à s'intéresser au rap. Et puis il a un cousin à lui qui est Nat Dogg, et avec lui et Warren G, qui est un de ses potes du lycée, ils vont former adolescents un groupe du lycée qui s'appelle le 213. Et donc avec le 213, ils vont commencer à faire un peu des freestyles au niveau du lycée, à faire des petits clashs dans le quartier. Et ça va commencer à leur apporter une certaine notoriété. Et puis dans le même temps à côté, il y a le demi-frère de Warren G, qui est Dr. Dre. Lui, il explose à la fin des années 90 avec le groupe NWA. Et puis à partir de là, à la fin des années 80 même, les NWA. Et à partir de là, en 92, après, il faut savoir qu'en 88 d'abord, lorsque Snoop s'apprête à terminer le lycée, il était entré dans un groupe de gangs qu'on appelle les Crips, même si au début il le niait, mais il va le reconnaître plus tard. Quand il était adolescent, il va rentrer dans les Crips, et dans les Crips, là-bas, il va s'adonner à des activités illicites, et donc le trafic de drogue. C'est ainsi que lorsqu'il avait 18 ans, donc, il va être arrêté pour possession et trafic de drogue, et ainsi que trafic d'armes, et il va être incarcéré durant 3 années. Et c'est durant les 3 années où il est en prison qu'il décide véritablement de tourner le dos à la drogue et aux gangs et de se consacrer exclusivement à la musique. Et c'est comme ça que en prison, il va commencer à vraiment préparer des sons, il va commencer à écrire. Et lorsqu'il sort de prison, donc son pote de lycée Warren G lui dit, bon écoute, moi j'ai mon frère qui est dans le groupe NWA, qui est un DJ, c'est lui qui fait les sons du groupe, et le groupe déchire. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire une petite démo, et moi je vais aller lui glisser ça. Et donc ils vont, le groupe encore avec Nat Dogg, ils vont faire quelques démos qu'ils vont enregistrer dans une cassette, et Warren G va aller glisser ça à son frère en disant, voilà, moi j'ai mon pote du lycée, c'est un super rappeur, nous on l'appelle Snoop, essaie d'écouter et puis tu vas voir, en tout cas le gars déchire. De premier abord, quand Dr. Dre en parle, au premier abord, il n'est pas blasé. Par contre, ce qui attire chez Snoop, c'est déjà c'est la qualité des textes, la qualité de l'expression, vraiment il est sans limite, quoi. Il est sans filtre quand il parle de la rue, quand il parle des femmes. Et puis, il est vraiment à l'image du jeune adolescent américain des quartiers pauvres de Los Angeles, quoi. Misogyne, hautain, prétentieux, qui adore la drogue, qui adore les flingues, qui adore la violence. Donc vraiment, c'est pas que c'est ce qu'il est, mais il essaie de, si tu veux peindre la réalité de ce que sont les quartiers de Long Beach au début des années 90. Et donc à partir de là, et puis la deuxième chose, c'est qu'à l'inverse des autres rappeurs de l'époque, Snoop, il ne hurle pas. Snoop, il parle posément, il ne crie pas. Et donc, quand il parle, non seulement il parle posément, et donc les gens comprennent clairement ce qu'il dit, et il ne hurle pas. Et donc, Dr. Dre s'est dit que là, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, mais il le met un peu de côté. Bon, il va aider certes le groupe 213 à faire une petite apparition dans la chanson Hold On
du groupe En Vogue, et donc ils vont faire une toute petite en fait c'est Snoop qui fait un petit solo, un petit rap solo sur la chanson de En Vogue. Et puis bon, mais en tout cas Dr. Dre s'est dit bon, lui je vais le garder pour la fin parce que c'est à l'époque où il quittait le groupe NWA, et donc il rencontre Suge Knight avec lequel il va fonder le label Death Row. Et donc quand il crée Death Row, la première chose qu'il fait, bon, et puis il commence à se dire que en réalité il s'est fait entuber. C'est l'une des raisons pour laquelle il avait quitté NWA, parce qu'il considérait que Eazy et le manager de l'époque les entubait, parce que Dr. Dre faisait les sons, Ice Cube écrivait la plupart des textes, et c'est finalement Eazy, le producteur qui était le leader du groupe, qui ont tiré un peu les lauriers. Et donc, après le départ de Ice Cube en 89, Dr. Dre décide en 91 de partir aussi, de quitter le navire. Et en 92, et c'est la période où il croise Suge Knight. Suge Knight, lui, c'est en fait un gars des Bloods, mais qui est connu du milieu du crime organisé, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui adore le hip-hop et qui veut mettre beaucoup de pognon dans le hip-hop. C'est comme ça que la connexion va se faire avec Dr. Dre. Et donc Dre, donc, lui, il apporte, si tu veux, le talent artistique. Il est un peu le directeur artistique de Death Row. Et Suge Knight, lui, il sera le big boss. C'est lui qui apporte les moyens. C'est lui qui sera le producteur. Et c'est comme ça que donc Dr. Dre, il décide donc de lancer son propre album, The Chronic. Et dans The Chronic, il décide de justement mettre Snoop dans la chanson qui est devenue un classique du genre du rap, Nothing But a G-Funk. Et à partir de là, si tu veux, ces morceaux-là va propulser aussi bien Dr. Dre que Snoop, parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais les 2 tiers des paroles qui sont dans cette chanson sont de Snoop, même si la musique, elle est de Dr. Dre. Et donc, à partir de là, le monde entier, enfin le milieu du rap découvre d'abord ce nouveau style de rap qui est si particulier, notamment par la musique. Plus tard, on va appeler ça le G-Funk. Pourquoi ? Parce que la plupart des sonorités, c'est un style funk qu'on voyait dans la fin des années 70. La seule différence, c'est que on baissait, on diminuait justement le rythme, on le rendait plus lent. Pourquoi ? Et c'est là où Snoop, parce que bon, il y a aussi un côté fumeur de ganja, hein, et il faut pas oublier que dans l'album de Chronic, si vous voyez la pochette de Chronic, qu'est-ce que c'est aussi ? De Chronic, c'est le nom de la meilleure herbe que l'on vend dans la rue. Et donc, c'est aussi c'est en fait une manière de présenter, si tu veux, l'activité de prédilection des jeunes à l'époque dans les quartiers pauvres de Los Angeles. C'était, on se tape un peu de bœuf, on joue au basket, on fait la fête, quoi. Mais c'est normal parce que c'était des populations qui vivaient dans un environnement où le chômage était endémique, la violence était endémique. Et donc le gangsta rap, c'est à partir de là que le gangsta rap va naître, c'est-à-dire que Snoop, lui, va jouer justement sur l'image du caïd du quartier, sur l'image du dealer de drogue. Donc il va non plus cacher ça, il va en faire quelque chose il va essayer de quasiment même d'en faire quelque chose de positif, quoi. Et c'est la réalité, parce que ce que les gens oublient, c'est que à l'époque à Los Angeles, quand tu es un jeune noir dans un quartier pauvre, la plupart du temps, comme Snoop, les pères se barraient à la naissance des enfants, donc les enfants étaient abandonnés avec leur mère. Et donc, si tu veux, la figure tutélaire que ces jeunes-là, l'exemple, le modèle qu'ils avaient, c'était dans le quartier qu'ils allaient le chercher. Et comme la plupart des gens dans le quartier qui avaient de l'argent, qui avaient de belles voitures, qui menaient la belle vie, c'était soit les mecs des gangs, soit des dealers de drogue. Et donc, c'est comme ça que, rapidement, tous ces jeunes-là avaient pour modèle ces dealers de drogue-là, et ils rentraient, malheureusement pour eux, dès qu'ils étaient adolescents, dès qu'ils étaient capables de courir, de marcher, ils entraient dans ce milieu-là avec tout ce que l'on connaît comme conséquence, la prison et éventuellement la mort. Et donc Snoop, lui, va jouer sur ça. Et après le succès de Nothing But a G-Funk de Dr. Dre, et donc on va attendre son album, et c'est son album là qui va sortir pour la première fois, Doggy Style. Et Doggy Style sortira l'année suivante, et ça va être un carton planétaire. Et donc à partir de là, notamment avec les chansons What's My Name, Gin and Joyce, Snoop va en fait confirmer ce que le public déjà avait décelé, c'est-à-dire
un grand rappeur et surtout, il va réussir à imposer son style nonchalant, son style où il ne crie pas, son style, mais surtout, c'est un album, quand vous écoutez les paroles, vraiment, c'est un album, on dirait aujourd'hui sale, parce que dedans, il y a plein d'injures, il y a plein de préjugés sur les femmes, sur les homosexuels, donc, mais bref, c'est vraiment l'image des Noirs à l'époque de Los Angeles. Et donc, ça va devenir, si tu veux, la marque emblématique de toute la côte ouest. Le G-Funk avec le gangsta rap va envahir toute la côte ouest et donc va aussi se positionner déjà par rapport à la côte est qui, eux, ils avaient choisi, si tu veux, le côté rap bling bling, le côté, tu vois, avec Notorious B.I.G. et encourageant cela par P. Diddy, à l'opposé. Donc, du côté de l'Est, de la côte Est, on a un rap bling bling, on s'habille comme si on était des hommes d'affaires, et de l'autre côté, dans la côte Ouest, pardon, c'est plutôt l'inverse. On préfère les chemises, les bermudas, on a des chapeaux, on est en basket, et même le choix des automobiles. Hein. Du côté à l'Est, on aime les Mercedes, les BMW. De l'autre côté, à la côte Ouest, c'est les Cadillacs, tu vois, non? Et donc, c'est comme ça que le gangsta rap va s'installer par opposition à le rap qui était fait dans la côte Est. Et malheureusement, ça aussi, ça va entraîner des tensions avec des points culminants. On se rappelle en 1995, lors de la remise des trophées des Source BET Awards, donc des Source Awards, où on avait vu Such Knight insulter carrément P. Diddy, et Snoop aussi arracher le micro pour dire que la côte Est, pourquoi il n'aime pas les gars de la côte Ouest, et puis bon, il va en rajouter une couche. Et puis le point culminant de toute cette affaire, c'est en 97 avec l'assassinat de Tupac. Et puis donc tout ça, après, il ne faut pas aussi oublier qu'en 94, Snoop va être accusé d'homicide involontaire parce que son garde du corps à l'époque avait abattu un jeune qui était en réalité membre, comme Snoop était des Crips à l'époque, et donc il avait gardé des liens avec les Crips. Et or on sait qu'à Los Angeles, les Bloods, c'est l'autre grand gang rival des Crips. Et donc à l'époque, il paraîtrait, un jeune homme qu'on a considéré comme appartenant au Blood aurait voulu attenter à Snoop, et donc c'était son garde du corps qui lui était armé et il avait fait usage de cette arme-là et avait abattu le jeune membre des Bloods. Et donc Snoop avait été poursuivi justement pour cet homicide involontaire. Et donc en 96, si tu veux, lorsqu'il sort de cette histoire-là, il va obtenir un acquittement, il va obtenir un non-lieu et donc un acquittement. Et donc c'est là où il va commencer à réfléchir, à se dire peut-être que c'est pas ce genre de vie en réalité que je veux mener, parce que à la fois on a les pouvoirs publics qui veulent faire de Snoop, si tu veux, l'homme à battre, parce qu'il est l'incarnation de ce que les autorités considèrent comme étant une déchéance humaine. C'est des gens qui fument la beuh, qui font la promotion de la violence, qui font la promotion de l'usage de la drogue, qui ont un manque de respect total pour les femmes ou pour les minorités. Et donc tout ça va faire que, à un moment, et puis avec la tension qui va naître avec dans le conflit East Coast, West Coast, avec en point d'orgue la mort de Tupac, puis 6 mois plus tard de Notorious B.I.G. Donc tout ça va faire que il va commencer à se poser des questions. Dans le même temps, Dr. Dre aussi va précipiter, si tu veux, le départ de Snoop de Death Row, parce que Dr. Dre va lui aussi considérer que les choses, Such Knight, gérer un peu la maison, le label comme on gère un gang. Et donc Dre, lui, c'est un artiste, il ne peut pas fonctionner comme ça. Et donc lorsque Dre va quitter le label en 98, Snoop aussi va suivre Dre. Et donc lorsqu'en 2001, et puis Snoop va passer par le label de Master P, No Limit, là-bas il va faire 3 albums. Mais si tu veux, dans ces 3 albums, il va essayer de se défaire de l'image, si tu veux, du gangster. Malheureusement pour lui, il n'y parviendra pas vraiment, même si les albums ne vont pas être des échecs commerciaux, mais ils vont être bien en deçà des succès que Snoop avait eu lorsqu'il était à Death Row. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Et donc, lorsque son pote Snoop
Dr. Dre, décide de créer son propre label Aftermath, qu'est-ce que Snoop fait? Dre, en réalité aussi, rappelle Snoop, parce que Snoop, c'est vraiment le mec avec lequel il a le mieux collaboré. Et Dre le dit toujours, quelqu'un vraiment, tu as l'impression que ce sont deux frères, quoi. Et artistiquement, ils se comprennent parfaitement. Et donc, lorsque Dre sort l'album de Chronic 2001, avec les morceaux de Next Episode, et donc il va appeler Snoop. Et donc quand il appelle Snoop, il sort cet album, il collabore sur cet album, et puis alors là, le succès est au rendez-vous. Snoop redevient la grande icône aux côtés de Dr. Dre. On se rappelle donc au bon souvenir du premier volet de Chronic en 92. Donc tout ça va faire que Snoop va revenir au devant de la scène, et puis à partir de 2004, lorsqu'il ressort son propre album Cost the Pain, je sais pas quoi là. Bref. C'est l'anglais, c'est trop compliqué pour donc toi. Quand il sort cet album-là en 2004, c'est là où on va voir, c'est là où Snoop maintenant va faire quelque chose aussi de très bien. C'est-à-dire qu'il a certes pu être mis sur les rails par sa collaboration avec Dr. Dre, mais il va décider de sortir définitivement de l'image du gangster, et donc il va commencer à collaborer avec d'autres DJ qui étaient en vue à l'époque en Californie, et donc il va se retourner vers Pharrell Williams et le groupe de Neptunes, avec lequel il va commencer à collaborer, et puis avec lui ils vont faire 2 albums qui vont être de véritables succès, et là Snoop va définitivement rentrer dans le panthéon des géants du rap américain et des géants du rap mondial. Entre temps aussi, il ne faut pas l'oublier, Snoop n'a pas fait que de la musique, il a collaboré, il a participé à de nombreux films, à peu près une quinzaine de films, à peu près une dizaine, il a fait des apparitions aussi dans des séries télévisées, une dizaine. Il avait même sa propre série de télé-réalité dans laquelle il montrait un peu son quotidien, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui aussi il a sa propre émission de radio et de télé, dans laquelle évidemment il vante les vertus thérapeutiques de l'herbe, mais pas que ça, il reçoit aussi plein de personnalités, et donc c'est ce Snoop là qui est aujourd'hui qui a su véritablement traverser les époques et rester au top, et rester comme Dr. Dre, un des leaders de la musique rap aux États-Unis et dans le monde. Et puis il faut aussi pas oublier, il est depuis 2017 au Walk of Fame of Rock. Donc il a une étoile. Il a son étoile. D'accord. Ouais. Et il a un film tout dernièrement qui est sorti sur Netflix aux côtés de Jamie Foxx, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Avec Jamie Foxx, où il chasse les vampires. Exactement. Il aime bien ce rôle de vampire. Le D.O.W.G. ce matin sur les 104.5 avec Jean-Paul dans la rubrique Le Brin d'Histoire. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. On repart en musique et on se retrouve dans quelques minutes avec René Russe. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.